Bonjour à tous. Je suis très contente de vous voir nombreux et nombreuses pour cette conférence. Donc, je m'appelle Ophélie Magnani, comme écrit ici. Je suis diplômée d'un double master en archéologie 3D, en archéomatique, on appelle ça comme ça, en sciences pour l'archéologie et une spécialisation en anthropologie funéraire. Et je suis en fin de formation à l'école des plantes médicinales de Lyon. Et c'est pour cela que je me suis dit pourquoi pas faire un projet, en tout cas c'est plutôt maintenant une entreprise qui lie l'archéologie et la botanique à travers les civilisations. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je vais vous parler donc, des plantes dans l'Antiquité. On va avoir un panel géographique assez large, je vais vous expliquer pour quelles raisons et on va voir ça ensemble. Et c'est pour cette raison aussi que je voulais vous présenter Herbonomade, donc voilà, cette entreprise qui lie l'herboristerie, l'archéologie et la transmission. Pour ce faire, aujourd'hui, je vous propose un plan qui est le suivant. On va aller voir un petit peu de mythologie au début avec Chiron. Je vous l'expliquerai pour quelles raisons. Ensuite, vous présenter quelques plantes de l'Antiquité qui ont été découvertes avec voilà, les données archéobotaniques. Nous verrons notamment tout ce qui est lié à l'alimentation, puisque c'est assez important dans l'Antiquité grecque et romaine. Et nous verrons ensuite, nous atterrirons avec les plantes qui ont accompagné le blé pour terminer justement sur le blé et l'épeautre. On va voir ici que les plantes accompagnaient donc l'Antiquité grecque et romaine, accompagnaient le soin, mais également la vie quotidienne. On va le voir notamment avec différentes plantes et également le blé qui est lié à la subsistance, qui est symbole aussi de fertilité et d'abondance. Nous le verrons. Et les plantes vont être liées au corps, mais aussi au rituel, ce qui est assez important, d'où le titre, le profane et le sacré. On va le voir ensemble. Les données archéobotaniques, notamment celles de Van der Veen et de Dioscoride, puisqu'on va aussi prendre les données botaniques, mais aussi littéraires de ces anciens textes. Notamment ces deux auteurs, Van der Veen et Dioscoride, ont démontré que l'armoise et le romarin avaient des propriétés médicinales, mais servaient également pour conserver les céréales. On le verra aussi, notamment le cas du romarin, mais aussi de l'armoise. Donc je vous propose une traversée diachronique du monde grec au monde romain. Ça fait quand même un sacré saut, mais ne vous inquiétez pas, ça sera ici pas un simple parallèle géographique, mais une continuité historique. On va voir qu'au final, le monde romain va hériter, transformer et systématiser ses connaissances venues du monde grec. Donc, tout en croisant les données archéobotaniques, je vous ai dit, les sources littéraires, la mythologie, les contextes archéologiques, on va pouvoir voir l'évolution des plantes, également de l'agronomie, de la culture, dans leurs usages, entre le 2e millénaire avant JC et le 1er siècle de notre ère. C'est pour cette raison que la figure de Chiron apparaît. Il faut savoir que la médecine grecque est aussi une connaissance transmise par le mythe, l'observation de la nature et l'expérience du corps. Et la figure de Chiron, donc cet homme qui, on va le voir, s'articule justement entre le savoir symbolique, la pratique médicale et pédagogique. Vous savez que Chiron donc, est un homme avec le torse, les bras et la tête d'un homme, et le reste est ceux d'un cheval. On y voit quelque part une union fondamentale avec la puissance du vivant et l'intelligence de l'homme. Alors Chiron vivait également dans une grotte qui était à la fois un lieu de refuge et un espace pédagogique. Il faut savoir que la grotte était un espace naturel fréquemment associé en Grèce à la transmission du savoir médical et à l'observation du monde vivant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un peu de Chiron, mais il a une naissance assez douloureuse. Donc, son père est le titan Chronos et sa mère est la nymphe Philéria. Tous deux ne veulent pas s'occuper de cet enfant hybride. C'est alors Artémis et Apollon qui vont s'en occuper. Et donc, il va pouvoir avoir cette double formation qui reflète une conception assez ancienne du soin, puisque Apollon va lui apprendre les nombres, la prophétie, la musique. Artémis va lui apprendre la chasse, les cycles naturels, la connaissance des plantes.
Et justement, cette double formation est assez importante et je trouve que pour l'introduction d'un tel sujet, je trouve que l'image est assez révélatrice. Et en Grèce antique, on ne va pas seulement traiter un symptôme, on va aussi rétablir une harmonie entre le corps, l'environnement et justement le monde invisible, ce côté rituel et sacré. Essayez donc d'imaginer qu'on est dans les collines grecques, il y a le jeune Pélée à côté de Chiron, et donc Chiron va parler à l'enfant. Descends, agenouille-toi, respire la terre. Tout ce que tu vois naît dans l'ombre et s'élève vers la lumière. Chaque plante est utile à celui qui apprend à la connaître. Ici, c'est une conviction largement partagée dans l'Antiquité. La nature est ordonnée et intelligible, et chaque végétal possède une fonction potentielle pour l'être humain. Comment connaît-on la vertu des plantes ? Demanda l'enfant. À leur forme, leur couleur, leur consistance, au moment où elles apparaissent et disparaissent, mais aussi par l'expérience et les récits transmis. Tu dis que ta musique guérit. Joues-tu de la mélodie des plantes ? Ma musique vient de la connaissance du ciel. Elle ramène l'harmonie là où elle a été rompue. Il faut savoir qu'en Grèce antique, la médecine aussi parle de rupture d'équilibre, qui fait apparaître aussi les maladies. Et donc les plantes vont pour cela participer à une restauration de l'ordre du corps et de l'âme. On retrouve justement dans ces textes Pythagore et d'autres traités médicaux. Après Chiron, on va partir ensemble avec quelques plantes. La première est l'armoise, de son nom latin Artemisia. Vous entendez dans le mot Artemisia, Artémis, vous avez ici. Alors, certes, c'est une donnée néanmoins symbolique, attestée dans les traditions littéraires, donc à prendre avec des pincettes ici. On n'a pas de preuve d'usage médical direct, mais on a néanmoins une convergence entre les représentations religieuses et les pratiques féminines. Dioscoride parle de l'armoise, il mentionne l'armoise pour les troubles menstruels et les douleurs abdominales, mais également Hippocrate qui parle de prescription à base de plantes amères, possiblement donc, des types d'armoises. Donc la correspondance entre les noms antiques et l'Artemisia vulgaris repose sur des identifications philologiques, ici, et botaniques modernes. Alors pour le mot peut-être philologique, l'expliquer, c'est les analyses linguistiques et historiques, ici. Pour ce qui est des données archéobotaniques du côté de l'armoise, il faut savoir que les plantes en archéologie, pour les retrouver, reste assez compliqué, sauf le cas notamment à Pompéi. C'est quand même un site exceptionnel qui a permis de conserver parfois les pollens, les plantes, les fresques aussi, où on voit des jardins. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut s'aider aujourd'hui. Néanmoins, pour les données archéobotaniques pour l'armoise, on a des macro-restes végétaux carbonisés qui ont été retrouvés, des pollens attribués au genre Artemisia, parce qu'il y a plusieurs genres d'Artemisia, identifiés dans des contextes généralement rituels et domestiques. Où ça, vous me direz, dans les sanctuaires liés au féminin, donc liés au culte d'Artémis, et notamment dans les rituels, les dépôts rituels en Attique. Donc les types de preuves ici, on parle de carpologie et de palynologie. Alors généralement, les pollens, quelle taille ça fait ? Vous imaginez un grain de poussière, c'est vraiment très très petit. Donc à l'œil nu, pour un archéobotaniste, il faut avoir des très bons yeux, des très bonnes lunettes dans ce cas-là. La présence donc, archéobotanique atteste une utilisation de l'armoise, mais ne permet pas toujours de distinguer un usage médicinal, rituel ou environnemental, ici. Les données modernes, aujourd'hui pour l'armoise, peut-être que mesdames, vous l'utilisez peut-être, l'armoise notamment, puisqu'elle aide, donc elle a une activité antispasmodique et une stimulation, elle aide à la stimulation utérine. Donc toujours utilisée aujourd'hui. Voyons ensemble maintenant la vigne. Donc, je vous ai mis à chaque fois un dieu qui est associé pour ce côté sacré et profane ici. Donc, la deuxième, c'est la vigne en lien, bon, vous l'aurez assez facilement deviné, Dionysos. La vigne apparaît dès l'âge du bronze en Méditerranée orientale et elle dépasse la sphère alimentaire, évidemment pour intégrer aussi l'économie, les rituels et la médecine.
Donc il y a une association ici à Dionysos qui relève d'un système ici aussi symbolique. Donc également à prendre avec des pincettes. Où est-ce qu'on a pu citer la vigne, notamment dans les hymnes homériques que vous avez ici, donc les hymnes homériques à Dionysos, Euripide, les Bacchantes, Pline l'Ancien. Également, on verra aussi que chez les auteurs romains, ils nous font savoir que la viticulture va devenir une technique rationalisée et agronomique. Les données archéobotaniques pour la vigne ont été un peu plus faciles puisque les pépins sont plus gros qu'un grain de poussière, que du pollen. Donc des pépins carbonisés ont été retrouvés, des résidus de tartre aussi dans les amphores, des analyses biomoléculaires également qui vont confirmer la fermentation. Il y a aussi les travaux de Patrick M. Governe qui a permis de confirmer par chromatographie la présence de vin dans les contenants antiques. Et les données modernes aujourd'hui, puisque dans les textes antiques, on dit que le vin, donc la vigne, peut permettre en tout cas un usage thérapeutique. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est prouvé dans les études modernes qu'il y a une activité antioxydante pour le vin. Bon, généralement, il y a toujours ces petites phrases en bas où on doit noter, faites attention si vous voulez. Mais bon, comme on est dans l'Antiquité, ils n'avaient pas encore mis ça. La troisième, la menthe. Donc mentha, on est aussi sur un aspect plus symbolique et mythologique. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la nymphe Menthe ou Mentée, parce que c'est la fin du mot, la fin du prénom peut-être a légèrement changé. C'est une nymphe qui est amoureuse d'Hadès. Et Perséphone, étant très jalouse, va changer cette nymphe en une plante odorante. Alors on pense effectivement, parce que c'est Ovide dans les Métamorphoses qui le dit, en une plante odorante, certainement la menthe. Elle n'est pas citée chez Homère, donc on a que Ovide ici qui peut ici nous l'expliquer. Et Dioscoride et Galien vont donner à la menthe des effets qui vont permettre de régler les troubles digestifs, les flatulences et qui va aider à la stimulation gastrique. Les données archéobotaniques pour la menthe, c'est à peu près la même chose pour tous, qu'on a vu précédemment, le pollen, les restes carbonisés en contexte domestique généralement, la présence aussi en contexte funéraire puisqu'il y avait un usage odoriférant. Alors, encore une fois, je vais souvent le redire, mais voilà, c'est pour que vous l'ayez en tête, les restes polliniques peuvent provenir d'un environnement naturel, ce qui est aussi compliqué en archéologie de savoir si c'est parfois à côté d'un contexte funéraire, mais est-ce que c'était dedans ou justement un environnement écologique, tout simplement. Les données modernes sur la menthe confirment effectivement qu'elle est antispasmodique intestinale et elle a également des effets carminatifs. Donc ce sont des résultats qui renforcent justement la plausibilité des usages antiques décrits ici sur la menthe. On s'en fait une quatrième. Vous avez l'Achillée millefeuille. Vous entendez encore dans le mot Achillée, Achilleus, Achille, ici. Alors, Homère ne le cite pas, mais ça va être plus tard, c'est Pline l'Ancien qui va le citer, comme quoi cette plante va aider à cicatriser les plaies, ici. Alors, on a pas mal de présence d'assemblages végétaux grecs et romains pour ce qui est de l'Achillée, des deux côtés. Il faut faire encore une fois la distinction entre les usages intentionnels et la flore spontanée. Dioscoride et Pline l'Ancien en parlent effectivement pour ce côté cicatrisant. Alors c'est pour les petites plaies, puisque les données modernes aujourd'hui confirment qu'il y a une activité anti-inflammatoire pour l'Achillée millefeuille, des propriétés astringentes, une stimulation à la coagulation, mais pour les petites plaies, pas pour les très très grandes plaies. Là, ça va être compliqué. Ensuite, après avoir vu ces 4 plantes ensemble, on va en voir une autre qui est liée à l'alimentation et que vous utilisez tous et toutes dans votre cuisine, j'imagine, à moins qu'il n'y ait que des Bretons et que vous utilisez que du beurre. Mais vous avez donc l'huile d'olive, l'olive qui a une place centrale dans le monde grec et romain, les deux, que ce soit dans l'alimentation, la cosmétique, la médecine ou la pratique sportive.
Alors, l'huile d'olive a un usage hygiénique, notamment on peut le voir ici avec une strigile, on enlevait l'huile sur le corps. Également un usage médicinal, c'est un support pour les préparations, l'huile d'olive, et également un usage rituel, puisqu'on pouvait aussi l'associer à une onction sacrée. Qui nous en parle ici? Nous avons Hippocrate, notamment dans... je vous l'ai mis... moi, celui-là j'ai oublié, Hippocrate, mais il parle d'une huile comme base d'onguent, ici. Et Philostrate qui est noté ici, en revanche, dans les gymnastiques, il parle d'une pratique justement pour les athlètes pour l'huile d'olive. Donc on a effectivement dans ces études antiques comme quoi l'huile d'olive protège la peau, a des effets justement pour faciliter l'échauffement musculaire, mais également favoriser la récupération. Pour les données archéobotaniques, l'archéologie a retrouvé des arybales, c'est des petits contenants, et des lécites, qui sont des contenants plus allongés, c'est ça le mot, notamment dans les gymnases à Olympie, à Athènes, les strigiles en bronze, donc vous avez dû en voir pas mal dans les musées, des résidus lipidiques aussi analysés sur céramique. Ici, on atteste l'huile d'olive, mais pas toujours s'il y avait des aromates avec, c'est-à-dire est-ce que c'était l'huile pure ou est-ce qu'il y avait des aromates mélangés avec cette huile d'olive. Et là, c'est un petit peu plus compliqué à savoir. Les données modernes pour l'huile d'olive, donc à part dans votre cuisine, donc elle a des acides gras monoinsaturés, elle a des propriétés anti-inflammatoires et elle est utilisée comme émollient cutané. Donc ce qui rend assez cohérent l'usage antique ici pour l'huile d'olive. Ce qui est bien, lorsqu'on utilise encore des plantes qui ont été utilisées bien avant, c'est plus facile aussi à s'imaginer de ces époques-là. Alors, l'alimentation, on va le voir aussi à travers, puisque le blé, puisqu'on va arriver sur le blé à un moment donné, le blé, les triticum, donc c'est le nom latin, on verra qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul. L'orge aussi est beaucoup utilisée, les légumineuses, l'huile d'olive, le vin aussi, ce qu'on a vu. Alors les athlètes grecs, pour revenir sur cette alimentation des athlètes, on a un régime riche en fibres, riche en céréales, et ça va évoluer avec le temps et arrivera de plus en plus la viande. Alors Galien et Columel, notamment Columel dans Re Rustica, des Re Rustica, nous parle de la classification des aliments selon leur qualité, chaud, froid, sec, humide, et également de l'adaptation du régime lié à l'effort physique. Donc on n'a rien inventé pour ce qui est des athlètes. Les données archéobotaniques, pour ne pas oublier ce point-là, on a retrouvé donc des restes carbonisés de blé, d'orge, légumineuses à Pompéi, des dépôts alimentaires à Olympie, et également des analyses isotopiques sur les ossements qui ont permis de montrer un régime riche en céréales. Les données modernes aujourd'hui confirment que les céréales, d'ailleurs on en mange toujours, les céréales donc sont riches en fibres, en minéraux et en glucides. C'est ici un parallèle, alors à prendre aussi qui est à double tranchant, on ne peut pas superposer nos données de céréales par rapport à notre pratique sportive actuelle, par rapport à celle qu'il y a eu dans l'Antiquité, ici. Il faut être assez prudent. Après donc, avoir vu l'alimentation, on va y rester toujours dedans, mais pour pouvoir arriver au blé, je voulais vous parler des plantes compagnes. Avant de vous expliquer ce terme, je voulais vous montrer le romarin qui est en haut à gauche, ici. Dioscoride et Pline l'Ancien vont mentionner dans ces usages pour les troubles digestifs, la stimulation mentale pour la mémoire, très bon, et également pour la purification de l'air. Les données archéobotaniques nous ont permis donc de retrouver des restes carbonisés dans des contextes méditerranéens, généralement, de la présence pollinique dans les zones de stockage aussi céréaliers. Alors, il y aurait possiblement de la présence dans les silos de blé liés au romarin, mais pour un rôle insectifuge, mais cela reste assez interprétatif ici. Toujours pour le romarin, les données modernes, j'imagine que vous l'utilisez aussi chez vous pour le romarin, que ce soit pour la cuisine ou pour d'autres effets. Le romarin a des activités antimicrobiennes, un effet stimulant cognitif et également une activité antifongique, ce qui pourrait donner un usage en conservation
ou en fumigation et également qui aide à la mémoire. Toujours pour les plants de compagne, alors plants de compagne c'est un terme moderne, ce n'est pas un terme antique, ça permet de désigner la coprésence de plantes aromatiques avec les blés, ici. Donc dans des contextes agricoles et de stockage. Et justement les blés, on a différents blés en Grèce antique, donc on a le Triticum dicoccum qui est l'amidonnier, le Triticum monococcum qui est l'engrain, le Triticum spelta qui lui va arriver plus tard et les Romains vont beaucoup l'utiliser, l'Ordum vulgare qui est l'orge, et notamment on a Théophraste mais également Caton l'Ancien et Varron et une autre étude de Zohary, Hoff et West qui est notée ici, qui parle de la domestication et qui est vraiment intéressant ici à prendre en compte. Pour ce qui est des céréales antiques, alors il faut savoir qu'ils avaient donc des blés vêtus, ils avaient toujours leur enveloppe autour de la graine, une enveloppe donc adhérente, un rendement certes plus faible lié au blé antique, une meilleure résistance aux maladies et un profil protéique différent. Là, on peut essayer de voir par rapport, j'imagine que beaucoup de monde mange du petit épeautre ou de l'épeautre, et le profil protéique est aussi différent. Enfin, vous le voyez bien justement quand vous le mangez certainement pour les estomacs fragiles. Donc pour ce qui est des plantes qui soient proches des silos ou proches du blé, le romarin donc, avait un possible rôle insectifuge, mais il y aurait aussi potentiellement le thym et l'armoise, comme on a vu précédemment. On a retrouvé des macrorhès, des pollens, mais également en contexte de stockage. Donc ça permet de potentiellement confirmer un usage insectifuge en fumigation ou, encore une fois, une simple proximité écologique, ce qui est assez encore compliqué en archéologie, donc on n'a pas de certitude. Pour terminer cette dernière partie, je voulais vous montrer quelques sites archéologiques qui nous ont permis de retrouver justement du blé et différentes plantes. Vous avez Tirynthe à gauche, on va commencer par la Grèce mycénienne, donc on est à peu près au 3e 1200 ans avant JC, pour ce qui est de Tirynthe. Il y a également Lernin, mais je vous ai prévu ici Tirynthe. On a des installations donc mycéniennes, palatiales mycéniennes, avec des zones de stockage céréalières qui sont périphériques de la ville, avec a été retrouvé des résidus céréaliers ici. Donc on a une économie redistributive palatiale pour ce qui est de Tirynthe. Dans le palais de Nestor, à Pylos, on est toujours, on est à peu près sur la même période aussi, ont été retrouvées des tablettes en linéaire B. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tablettes qui vont mentionner l'orge, le blé, les redistributions et les offrandes liées au sanctuaire. Donc vraiment très importante pour nous aujourd'hui. Donc des preuves épigraphiques administratives, on pourrait dire ici. Les tablettes vont attester la gestion, mais pas la symbolique religieuse en soi, pas le sacré en soi, bien qu'il y avait effectivement des blés liés au sanctuaire. Faisons un autre saut dans le temps. On va aller voir le site d'Éleusis qui est sur votre gauche. Ici, donc, ont été fouillés le télestérion, ont été retrouvés des meules et également donc, des blés, des résidus carbonisés. Donc on a ici des restes céréaliers en contexte rituel. Ici, en revanche, on a un lien matériel entre le blé et le rituel initiatique, ici. À Delphes, sur votre droite, ont été attestées des offrandes agricoles, ici. On a, alors où ça, dans le sanctuaire panhellénique de Delphes, qui est dédié à Apollon, ici. Alors avant, ce site était dédié à Gaïa, donc possiblement un lien justement avec le blé, puisque Gaïa est liée à la terre, et après a été donc dédié par Apollon. On a des niveaux aussi mycéniens sous le temple d'Apollon à Delphes, ici. Donc les céréales sont bien attestées aussi sur ce site, alors comme offrande votive, mais ce n'est pas un site agraire comme à Éleusis, sur votre gauche.
Ensuite, le site d'Épidore, qui est vraiment un très très beau site. Ici, on a retrouvé des stèles, alors d'Ia Tromenteia, alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des inscriptions de soins liées aux soins. Ici, ce que je vous ai noté, c'est inscription votive. Et également, des bâtiments de soins ont été retrouvés sur le site d'Épidore et des récits d'incubation. Qu'est-ce que c'est? C'est que les personnes malades pouvaient dormir dans le temple et recevoir en rêve justement la guérison qui leur manque. Alors là, vous avez l'amphithéâtre d'Épidore, le temple. Le bâtiment d'Asclépios, c'est bien plus loin, il faut marcher. Et après, vous pouvez même rentrer dedans aussi. Vous ne pouvez pas dormir, mais vous pouvez y rentrer. Alors, on va enfin arriver à l'époque gallo-romaine, ici. Donc, même si la domestication du blé remonte bien avant la période grecque, on est plutôt au néolithique récent, au Proche-Orient, les civilisations grecques et romaines vont structurer sa culture et son usage alimentaire en Méditerranée. Le blé ici est la base de l'alimentation, mais pas seulement, il est aussi un enjeu politique majeur et également un symbole de puissance pour les cités et les empires. Celui qui avait à manger pouvait largement tenir une guerre contre celui qui n'avait pas grand-chose. Alors ce croisement entre les plantes alimentaires, médicinales, symboliques, ici vous avez pu voir, en tout cas je l'espère, qu'il n'y a aucune séparation entre le soin, le sacré, et la subsistance. Que ce soit les plantes compagnes ou les autres, on a ici une agriculture antique qui est un écosystème assez complet. Donc la Méditerranée antique a codifié la culture du blé et les plantes compagnes. Les plantes compagnes sont un terme moderne, je le répète, qui se diffusèrent jusque dans le nord de la Gaule et même jusqu'en Belgique. Vous avez ici. Qui a notamment des climats un peu plus froids. Donc c'est pour ça que l'épeautre va très bien s'adapter justement dans ce climat. Dans le nord de la Gaule, on a ici une transformation technique majeure dans l'exploitation céréalière à l'époque romaine, que vous pouvez voir justement une restitution du Valus, puisque le monde grec et mycénien reposait sur pas un arrachage, mais un ramassage de blé avec les faucilles à la main. Quant à l'époque romaine, par la suite, il va y avoir une adaptation mécanique, ici, que vous pouvez voir, donc du Valus sur de très vastes cultures. Donc, on a pu le voir pour cette présentation qu'il n'y a pas vraiment de rupture botanique. Les espèces céréalières sont à peu près les mêmes, elles ne changent pas énormément. Il y a une évolution néanmoins dans l'organisation du travail et la productivité agricole. Donc que ce soit du stockage palatial mycénien aux techniques de moisson gallo-romaine, c'est moins la plante qui change que le système socio-économique qui l'encadre. Juste avant, pour terminer, donc je vous ai parlé du Valus sur la photo précédente. Voilà. Vous aurez juste après une présentation justement de cette magnifique machine qui sera tout en bas de l'amphithéâtre que mon collègue Olivier Charnet pourra vous présenter. Voilà, je vous remercie de votre attention.